Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous avais promis de faire une vidéo dans laquelle j'allais expliquer en fait qu'est-ce qui m'était arrivé, pourquoi j'ai une cicatrice de 40 centimètres sur ma cuisse. Et donc, j'ai décidé enfin de faire cette vidéo parce que ça fait quand même plus d'un an que les gens n'arrêtent pas de me demander qu'est-ce qui t'est arrivé, nanani, nanana. Je vais satisfaire votre curiosité. Donc, avant de la commencer déjà, je tiens à signifier que aucun commentaire bête et méchant ne sera toléré en fait sur cette vidéo. Je vais supprimer, bloquer, archiver et je vais signaler le commentaire en fait. Parce que la méchanceté n'est pas tolérée ici. Non, 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 oui, mais non. Si tu n'as pas bien dormi, va dormir. Tu vas revenir regarder ma vidéo quand tu seras tranquille. Et je tiens aussi à dire que pour ceux qui savent un peu ce qui s'est passé, ils savent que c'est triste en fait, mais de base je suis pas une personne qui me morfond sur mon sort. Et du coup je ne vais pas en fait faire la victime ou avoir l'air triste pour vous faire plaisir. Non. J'ai toujours été joyeuse, quel que soit ce qui s'est passé dans ma vie. Je garde le sourire et je vais garder le sourire pour expliquer ça aussi. Et je tiens aussi à m'excuser pour le nombre de minutes en fait que la vidéo va faire parce que moi aussi je regarde les vidéos YouTube. Quand ça dépasse 10-15 minutes là, flemme de regarder. Donc je vais essayer d'abréger, mais je vous préviens en même temps que la vidéo elle est longue. Et puis âme sensible, s'abstenir parce que je vais vous montrer des images qui sont pas très jolies. Et donc par rapport à ma cicatrice, celle-là. Voilà. Et il y a plein de gens en fait qui m'ont demandé ouais qu'est-ce que c'est, pourquoi t'as eu ça, nanana. Et ça fait plus d'un an maintenant que j'ai fait, un an et demi, oui, que j'ai fait l'accident. Et j'explique pas en fait. Si tu sais, tu sais. Si tu sais pas, c'est ton problème. Déjà, c'est très mal poli de voir quelqu'un qui a ça et de lui demander. Déjà, il y a des gens qui disent pas bonjour. Tu as eu quoi à la jambe? Faut attendre mes ancêtres vont venir te répondre. Bref, donc j'ai décidé de faire une vidéo en fait pour expliquer. Et concernant ma cicatrice, il y a des gens qui m'ont dit en fait, est-ce que c'est une attaque de requin? Et non, ce n'est pas une attaque de requin parce que déjà, je ne sais pas nager. Qu'est-ce que je vais aller faire dans l'eau là? J'ai plus de chances de me noyer que de me faire attaquer par un requin. C'est un accident en fait de bulldozer. En fait, j'étais avec un ami. On accompagnait son petit frère au taekwondo. Et on marchait en fait sur la route. Et la route était en fait en pente, légèrement en pente. Et donc pendant qu'on marchait, il y a son petit frère en fait qui marchait à 2 mètres de nous. Et nous on était juste derrière en train de discuter, on rigolait même. Ensuite, à ce moment-là, mon pote il s'est retourné. Et il s'est retourné brusquement. Quand il s'est retourné brusquement, en fait, je le regardais. Et j'ai vu en fait qu'il avait une expression. Il avait la peur en fait sur son visage. Donc moi aussi je me suis retournée. Et dès que je me suis retournée, j'ai vu la pelle du bulldozer là à 1 mètre de moi. À 1 mètre de nous. Et à ce moment-là, en fait, tu veux t'échapper. Mais ton cerveau en fait, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Et mon pote, il a eu le réflexe de me pousser. Et quand il m'a poussé comme ça, moi je suis tombée dans le caniveau. Mais le bulldozer m'a quand même pris. Il m'a pris par le dos. Ça m'a cogné dans le dos et je suis tombée dans le caniveau. Et dès que je suis tombée, j'ai ouvert les yeux, j'ai regardé, j'ai vu mon pote le bulldozer l'a cogné. Il a roulé et il est tombé sur moi. Et quand il est tombé sur moi, en fait, moi quand j'ai ouvert mes yeux, j'étais abasourdie. J'étais en mode mais what the fuck en fait. Genre pour moi c'était fini, j'étais morte. Pour moi j'étais morte franchement. Je croyais même pas que voilà quoi, que j'allais ouvrir les yeux et tout. Et donc quand j'ai vu que ça va pas mais ça va quoi. Si tu as, tant qu'on est vivant, ça va. Et donc à ce moment-là, j'ai même pas cherché à savoir ce que j'avais. J'ai cherché à savoir en fait ce que mon pote et son petit frère s'ils allaient bien. Et à ce moment-là, je me suis levée. J'ai tapé mon pote qui était couché sur mes pieds et tout. Je l'ai tapé, il me dit, je l'ai tapé. Et là, à ce moment-là, il répondait pas en fait. Je lui disais mais
réveille-toi, en fait, lève-toi. Et il me répondait pas. Et là, à ce moment-là, j'ai vu que c'était fini, quoi. Et après, j'ai entendu son petit frère qui criait. Il était tombé à 5 mètres de nous, il criait. Et là, je me suis dit, bon, au moins ça va, tu vois. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à regarder ce que j'avais et je regarde ma cuisse gauche en fait, qui était fendue en deux. Mais c'est-à-dire là, ça pouvait faire 20 cm de profondeur, tellement c'était... J'avais la moitié de ma cuisse qui ne m'appartenait plus, quoi, qui était collée, qui était décollée, voilà, qui pendait carrément. Et donc, à ce moment-là, j'arrivais plus à me lever, j'étais comme paralysée et j'étais vraiment fatiguée, franchement fatiguée. Et c'était aux environs de 7h30, 8h. Il y avait tout le monde qui était venu autour de nous pour savoir en fait ce qui se passe, vu que c'était au bord de la route. Tout le monde a un peu vu la scène, quoi. Et à ce moment-là, j'avais mon téléphone, j'ai pris le téléphone de quelqu'un et j'ai composé le numéro de ma soeur parce que je ne pouvais pas appeler ma maman. Je me suis dit, mais si j'appelle ma maman, nos mamans là, vous les connaissez, elle va faire une crise cardiaque, elle va me voir dans cet état. Donc j'ai appelé ma soeur et elle a dit, ok, elle arrive. Donc il y avait les policiers qui étaient autour. Les policiers, au lieu de s'occuper de moi, eux ils cherchent les papiers. Que non, faut regarder dans ton sac si tu n'as pas des papiers, une carte d'identité. Je dis, moi je suis en train de lutter contre la mort ici. Toi tu vas me parler des papiers. Ces papiers qui vont me sauver la vie, faut pas que tu vas me fatiguer. Donc il y avait les jeunes qui étaient autour de moi et tout. Et j'avais soif parce que je venais de manger aussi. J'avais soif. Donc j'ai demandé de l'eau. J'ai dit, ah les gars, si on sait vous allez me trouver de l'eau. Il y a un qui est venu avec un sachet d'eau. On dit non, on ne donne pas de l'eau à quelqu'un qui vient de faire un accident. Donc ils ne m'ont pas donné. Ils m'ont laissé dans ma soif. Mais c'est pas grave. Et après, l'ambulance est venue. Et quand l'ambulance est venue, ils m'ont pris, ils m'ont mis dans la voiture et tout. Et ma soeur est montée avec moi. Et genre à ce moment-là, petite histoire drôle. Quand je suis tombée dans le caniveau, à la base j'avais une perruque. Mais je vois que ma tête est vide, il n'y a que mes nattes. Ma perruque aussi là, j'ai payé ça cher les gars. Nous les filles on se comprend, l'affaire de perruque là, on se comprend. Donc, malgré que j'étais malade dans une posture entre la vie et la mort, au lieu de penser à ça, je pense à ma perruque qui est tombée dans le caniveau. Donc je dis, j'ai dit à l'ambulancier, tonton pardon, faut séancer, tu vas regarder dans le caniveau, s'il n'y a pas ma perruque. Il me dit, ok, t'inquiète. Après, il y a ma soeur qui est venue, elle a pris ma perruque, j'étais soulagée. Bref, après, on est parti à l'hôpital et tout. Et quand on est arrivé, ils m'ont envoyé directement aux urgences. Et quand ils m'envoient aux urgences, ils ont commencé à m'administrer les premiers soins. Et quand ils ont commencé à me faire les premiers soins et tout, j'étais seule en fait parce que ma soeur ne pouvait pas rester à côté de moi. Elle devait partir, payer les médicaments qu'on lui a donné, les ordonnances qu'on lui a données pour me faire les premiers soins. Donc du coup, j'avais personne à côté de moi, j'étais seule. Et à un moment, moi, tout ce qui était dans ma tête en fait, ils vont m'amputer. Donc qu'est-ce que je faisais? Je bougeais mes orteils. Je bouge mes orteils et puis genre là ça me redonne espoir en fait. Je dis ok, si mes orteils bougent, ça veut dire que mon pied n'est pas encore mort. Il y a un espoir en fait, on peut coudre, on peut faire quelque chose. Mais moi j'avais juste peur que on m'ampute. C'était ça mon problème, j'avais peur qu'on m'ampute. Donc après il y a un docteur qui est venu et puis m'a dit est-ce que tu es asthmatique? J'ai dit non. Il a dit ok, qu'on doit t'opérer. Et on doit faire vite parce que si tu restes dans cet état-là, on peut t'amputer. On doit vite faire. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Et là, il me demande, tu préfères anesthésie genre générale ou une anesthésie en fait où on anesthésie juste la partie qu'on doit opérer. J'ai dit, quelqu'un même qui est fatigué. Depuis là, je suis en train de lutter pour rester éveillé. Tu me dis, il faut m'endormir. Endors-moi. Après, ils m'ont soulevé pour partir me faire une radio. Mais comment j'avais mal.
quand ils m'ont pris pour aller mettre à la radio comme ça, là, j'avais mal, je criais parce que apparemment, quand ils ont fini de faire la radio, ils ont montré le papier de la radio. J'avais une fracture en fait à la hanche gauche, c'est ce qui faisait que j'avais pratiquement tout le bas du corps que je pouvais plus bouger en fait. Ça me faisait mal. Si je bouge, j'ai mal. Et donc, après, on allait me mettre au bloc opératoire. Et il y a ma soeur là qui m'a dit, ah, je vais appeler maman pour lui dire que on doit t'opérer et tout. Je dis non, parce que faut pas, je vais créer problème à la femme là. Nos mamans sont tellement sensibles que voilà quoi, moi j'avais plus peur pour elle même que pour moi. Je me suis dit, si elle me voit dans cet état là, elle risque de ne pas supporter le choc. Mais vu que c'était une affaire d'opération, elle était obligée en fait. Du coup ils l'ont appelée et puis elle est venue. Mais je n'ai même pas eu le temps de la voir parce qu'on m'avait directement envoyé au bloc opératoire. Donc dès que je suis arrivée, le docteur me dit qu'on doit me soulever pour me mettre sur le lit d'opération. Je dis mais attends, moi j'ai mal, j'ai une fracture à la hanche, vous voulez me soulever? Et j'ai commencé à crier, je dis non, je veux pas, personne me touche. Donc le docteur qui m'opérait a dit mais laissez-la en fait, faites-lui, mettez-lui l'anesthésie et puis quand elle sera endormie, vous allez la soulever. Donc ils m'ont dit de compter jusqu'à 3. Ouais, 3 ou 5, un truc du genre. Dès que j'ai fait 1, 2, je me rappelle plus de la suite. Je me suis endormie. Et après, ils m'ont opéré et je me suis réveillée vers 18h. Oui. Je suis rentrée au bloc opératoire, si je me rappelle, vers 13h, 14h. Après, je me suis levée vers 18h. Et dès que je me suis réveillée, ils sont venus me chercher pour m'envoyer dans ma chambre d'hôpital. Et quand je suis arrivée, en fait, il y avait ma maman, ma soeur, mon parrain. Il y avait la famille qui était autour de moi. Et j'ai commencé à pleurer. Elle aussi, elle retenait ses larmes parce qu'elle sait que si elle pleure, je vais pleurer. Ça va devenir funérailles. Donc, après, je suis partie au bloc. Je suis partie dans ma chambre. Et quand je suis arrivée dans ma chambre et tout, au début c'était vraiment dur parce que quand tu viens de sortir d'une opération comme ça et tu te réveilles de l'anesthésie, tu vomis. Et on est d'accord que quelqu'un même qui est en bonne santé, quand tu vomis, tu as mal. Tu as mal, c'est très désagréable. Imaginez quelqu'un qui a une fracture et qui doit vomir. Mais je criais en fait comme si j'étais en train d'accoucher. Je criais, je pleurais juste pour vomir. Tellement j'avais mal. J'avais trop mal. Et après ça, au début, je ne mangeais pas. J'ai fait pratiquement 3 ou 4 jours. Je ne mangeais pas parce que j'avais pas faim et je ne voulais pas manger. Après, j'ai commencé à faire des palpitations. Et le docteur est venu, il m'a dit, si tu manges pas en fait, tu vas mourir. Parce que les médicaments prennent le dessus sur le français du les médicaments prennent le dessus sur toi. Donc j'ai dit à maman, ah maman, pardon, faut partir payer Placali pour moi, je vais manger. Elle dit ok, elle est partie acheter mon Placali, j'ai mangé bien. Bon après je mangeais pas beaucoup, je mangeais juste un peu, mais c'était déjà assez hein, quand même pour quelqu'un qui est malade. Et après ça aussi, chaque jour, on me mettait des perfusions. Matin, perfusion, midi, perfusion, le soir, perfusion. Chaque jour, piqûre dans le ventre. Piqûre par-ci, piqûre par-là. Oh, pour finir, même là, j'ai même plus peur des aiguilles. J'étais habituée. Même les infirmières disaient, ah, mais tu es forte hein, quand même parce que on te pique tout le temps, mais tu dis jamais rien. Je dis, mais ah, je vais dire quoi? C'est pour mon propre bien qu'on me pique. Donc, même si je me plains, je peux rien faire. Je peux rien faire. Et pendant tout ce temps-là, j'étais couchée sur le dos. Parce que je pouvais pas bouger, je pouvais rien faire. La seule chose que je pouvais bouger, c'était ma tête et puis mes 2 mains. C'est tout. Tout le bas du corps, je pouvais rien faire. Même mon dos était KO. Je pouvais pas tourner, je pouvais rien du tout. Et imaginez rester comme ça, devoir rester sur le dos pendant des jours et des jours. Comment c'est désagréable. Donc après ça, quelques jours après, j'ai réussi à... On soulevait en fait sur les lits d'hôpitaux. Hôpitaux, bref. Je ne suis pas prof de français.
Molière, c'est pas mon papa. Donc, dans un lit d'hôpital, voilà, dans un lit d'hôpital, il y a une manivelle en fait sur le lit qui fait que ça se soulève quoi, ça reste pas complètement pour te mettre à l'aise. Et donc avec le temps on soulevait avec la manivelle et tout, j'arrivais à me redresser légèrement, mais je pouvais pas rester longtemps parce que j'avais mal. Et puis quand je me levais comme ça, ma maman était contente, elle applaudissait, elle dit hey, tu arrives à te lever, bravo, bravo et tout. Je dis ah, c'est... Ah, merci maman, merci, on va faire comment? On fait ce qu'on peut, hein? Et donc, après ça, bon, pendant tout le temps où j'étais à l'hôpital, j'avais de la visite tous les jours. J'avais tous mes potes qui venaient me voir, tous mes amis, tous les jours, du matin au soir, du matin au soir. Et puis ma maman et ma soeur dormaient avec moi à l'hôpital, donc j'étais jamais seule, quoi. Et ils étaient aussi à mes petits soins et tout, donc voilà. Et il y avait mes potes aussi qui m'ont beaucoup aidé parce qu'ils cotisaient et tout pour mes soins parce que ça coûtait vraiment cher et c'est pas comme si on est millionnaire aussi, voilà. Donc chaque jour il y avait mes potes qui venaient, qui envoyaient l'argent et tout. Et puis grâce à ça, on a pu me prodiguer tous les soins, m'acheter tous les médicaments qu'il faut. Je n'ai manqué vraiment de rien. Et d'ailleurs, je les remercie beaucoup pour tout le soutien qu'ils m'ont donné. Grâce à eux, je suis sur pied et tout. Franchement, bisous les gars, vous êtes... C'est magnifique d'avoir des amis comme ça. Et après, au bout de 7 jours, le docteur a dit, bon bah c'est bon quoi, vous pouvez rentrer à la maison. On dit, en ce moment-là, je suis pas encore bien guérie. Comment ça on va rentrer à la maison? En plus, j'avais une sonde urinaire. Pour ceux qui savent pas c'est quoi une sonde urinaire, c'est un tuyau en fait qui est directement relié à ta vessie. Et du coup, en fait, tu n'as plus besoin de faire des efforts pour faire pipi, quoi. Si ta vessie se remplit, le tuyau évacue directement l'urine dans un petit sachet qu'on vide à chaque fois. Donc j'ai fait 7 jours avec ça. Donc ça faisait que ma vessie était habituée à la facilité, quoi. Je savais plus comment on faisait pipi, je ne savais plus comment on fait pipi en fait, je savais plus. Donc c'était un gros problème et au début les docteurs ont essayé de voir si je peux faire pipi ou pas, mais ça n'allait toujours pas. Donc on m'a laissé 3 jours de plus. Et pendant que j'étais à l'hôpital, il y avait des gens, j'étais devenue pratiquement une bête de foire parce que l'accident là a fait un buzz pas possible en fait sur le journal télévisé, Facebook, les journaux, partout, pendant 2 semaines, 3 semaines, les gens parlaient partout par rapport à, vu que mon pote était décédé à cause du bulldozer, par rapport à ça, les gens ont commencé à faire des marches dans la rue pour lui rendre hommage et tout, et j'aurais aimé partir, mais je pouvais pas marcher. Et après ça, au bout de 10 jours, on est rentré. Quand je suis rentrée à la maison, j'avais ma famille, mes amis, tout le monde qui était autour de moi, qui était à mes petits soins, quoi. Franchement, je ne manquais de rien. Tout ce que je voulais, on me donnait. Je voulais manger, on me donne. J'ai mal ici, on me tourne. Je fais ci, je fais ça. Je veux me lever, on me lève. Franchement, tout le monde était à mes petits soins. J'avais tout pour aller mieux, tout pour guérir, tout. Et après, au bout d'un mois, 1 mois et demi, j'ai commencé à faire des légers efforts pour marcher un peu. Et j'avais un médecin un infirmier plutôt, qui venait me voir chaque 2 jours pour changer le pansement de ma jambe. Parce que sinon la plaie peut pourrir. Voilà quoi. Et on avait enlevé 2 fils. Parce que j'avais 26 points de suture. On a enlevé 2 fils dedans. Et les 2 fils en fait, il appuyait la blessure pour que le sang qui était coagulé dedans sorte. Donc ça faisait très mal. Et vu que j'étais couchée pendant pratiquement 1 mois et demi et j'avais maigri, genre avant l'accident j'étais à 80 kilos. Quand je suis sortie de ça, j'étais à 58 kilos. Je me demandais mais
j'avais tout le corps qui était déformé en fait. Mon corps était déformé, mes cuisses étaient, il y avait le sang qui était coagulé partout, il y avait la graisse qui s'était déplacée dans mon dos, j'étais devenue bizarre, je me disais mais est-ce qu'un jour je vais pouvoir, mais même mes mollets, il y a une partie de la graisse de mes mollets qui n'y était plus. Je pleurais en fait, je me disais mais est-ce que un jour je vais redevenir normale. C'était ça le problème pour moi. Je me disais, mais c'est bien beau de guérir tout ça, mais est-ce qu'un jour je vais pouvoir m'habiller normalement? Est-ce que je vais pouvoir sortir normalement sans problème et tout? Et il y a ma mère qui me disait, non, mais t'inquiète, tu sais, l'essentiel c'est de guérir. Après, Dieu va faire le reste et tout. Donc, moi je remettais entre les mains de Dieu et tous les jours je priais, je priais. Je dis, Seigneur, faut m'aider, je vais vite guérir. Seigneur, aide-moi, je vais reprendre une santé normale. Mais pendant que j'étais malade, tout le monde a parlé que ouais, tu auras un pied plus court que l'autre, tu vas boiter, tu vas tant, nanani, nanana. Mais grâce à Dieu, non, si tu n'as pas vu la cicatrice de tes propres yeux sur mon pied, tu vas jamais savoir qu'il m'est arrivé quelque chose, quoi. Je suis en parfaite santé, je marche bien, je cours bien. Ça ne m'empêche pas de mener une vie normale. Et après ça, du coup, je pense au bout d'un mois et demi, j'ai commencé à marcher, faire un peu d'efforts, marcher un peu. Et puis, d'ici, on va dire décembre, je marchais normalement. Au début, je boitais légèrement parce que naturellement, ça fait mal. Et puis, ma hanche n'était pas bien soudée. Les os de ma hanche n'étaient pas bien soudés. Donc, je marchais, mais je boitais légèrement. Mais je commençais à sortir normalement et tout. Et au début, j'étais obligée de porter les grosses robes, quoi. Parce que je ne pouvais plus porter de pantalon. Tes pieds sont déformés. Tu vas porter quoi? Mais j'avais bien maigri quand même. Quand même. Bref. Et donc, voilà quoi. Et puis, c'était dans la période de mon bac. C'était l'année où je passais mon bac. Oh, bac, j'ai souffert pour avoir comme ça. Oh, Dieu m'aime vraiment. Je dis, quand je suis tombée malade, le docteur a dit, oui, tu vas prendre 6 mois avant de guérir. Je dis, quoi? 6 mois? Oh non, je peux pas supporter. Je peux pas supporter, non, je peux pas. 6 mois pour guérir? Mais comment je vais faire en fait? Comment? 6 mois, ça veut dire que j'ai perdu la moitié de mon année scolaire. Comment je vais avoir mon bac? Comment? C'était juste ça qui était dans ma tête. Mais heureusement, grâce à Dieu, j'ai pris 3 mois maximum pour guérir. Et puis, j'ai pu m'en remettre. J'ai pu passer mon examen que j'ai eu sans problème. Et je remercie le Seigneur. Et c'est tout ce qu'on peut dire. Et donc voilà, voilà en gros ce qui s'est passé. C'est un accident de bulldozer. Je m'en suis sortie. Même si mon pote est resté, franchement, au début en fait c'était très très difficile parce que les gens parlaient. Il y a plein de gens qui ne savaient pas que c'était moi. Moi, je les regardais juste en train de parler, de raconter ce qu'ils voulaient. Il y a plein de gens qui ont dit, ouais, la fille qui était avec lui était enceinte, nanani. C'est vous qui m'avez enceinté. C'est vous qui m'avez enceinté. D'ailleurs, même mon ex a pris ça comme excuse aussi pour... Voilà quoi. Je vais en parler dans une autre vidéo. Mais... il y a plein de gens en fait qui ont raconté ce qu'ils voulaient. Ils ont raconté du n'importe quoi. Et au début, c'était dur pour moi d'en parler parce que même pendant que je vous explique en fait, je sais pas en fait ce que les autres vont penser. Parce qu'il y a toujours des gens méchants qui vont trouver que j'ai pas assez bien expliqué ou bien j'ai dû en fait contrôler mes mots pour pouvoir expliquer parce que voilà quoi, je suis sûre qu'il y a plein de gens, il y a toujours des imbéciles en fait qui vont toujours te juger, mais bon, tranquille quoi. En tout cas, vous connaissez ma bouche, vous savez que si tu as parlé, je vais te répondre comme il se doit, ne vous plaignez pas. Je vous ai prévenu que les commentaires négatifs ne seront pas tolérés. Bref, et abonnez-vous parce que je vais faire d'autres vidéos. Je vais faire déjà une autre, là,
pour vous expliquer comment je vis la cicatrice. Parce que vous vous en doutez, hein, que se promener avec 40 cm de kéloïdes, c'est pas tellement évident au quotidien. Donc abonnez-vous et abonnez-vous aussi à mon Instagram parce que là-bas je fais des sondages en fait et je réponds aussi aux messages. Si vous avez des questions à me poser et tout, vous pouvez me poser là-bas. Puis on va avancer ensemble. Et en tout cas, je vais faire plein d'autres vidéos. Et si vous avez des vidéos aussi que vous voulez que je fasse, je peux les faire. Vous n'avez qu'à me le dire. Donc voilà.